Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content de pouvoir vous présenter ce sujet. C'est vrai qu'on voit beaucoup de travaux dessus et on voit beaucoup de discussions dans les congrès sur ce qu'on fait chez nos patients allergiques. Je vais essayer de vous apporter des réponses, mais vous verrez qu'il y a énormément d'inconnus et c'est là-dessus qu'il faut rester très prudent. Et je remercie Ancla Chérif, qui est une allergologue de Montpellier, qui a partagé avec moi ses diapos pour étoffer un petit peu le sujet. Alors, j'ai quelques conflits d'intérêts, mais aucun vraiment pertinent, si ce n'est que je suis coordinateur du groupe d'études des réactions anaphylactiques péréopératoires. Et d'abord, je voulais commencer par faire un petit rappel de mécanistique sur ce qu'on qualifie de réaction allergique, parce que déjà là, il y a du flou. Vous avez la réaction qu'on décrit classiquement, qui est stimulée par les IgE. Vous allez avoir une sensibilisation à un antigène, une production d'IgE spécifiques qui vont se fixer sur le FC pionnaire, qui est la surface des lymphocytes et des basophiles. Et lorsque vous êtes réexposé à votre antigène, eh bien, ces récepteurs vont dimériser, la cellule va dégranuler, et c'est les médiateurs libérés qui vont entraîner les symptômes. Les symptômes que vous connaissez tous, bronchospasme, vasodilatation, une fuite capillaire qui est quand même majeure, et un effet inotrope négatif aussi des médiateurs. Alors, vous avez cette voie IgE qui implique une sensibilisation, mais il y a un peu de littérature sur une voie qui impliquerait plutôt une sensibilisation via des IgG. Donc, cette fois-ci, vous avez une production d'IgG spécifiques qui vont reconnaître l'antigène aussi. Et en présence de l'antigène, il y a une formation de complexes humains dans la circulation qui vont interagir plutôt avec le FC gamma R2A qui est présent sur les polynucléaires neutrophiles et les plaquettes. Les médiateurs dans ces réactions-là seraient plutôt le platelet activating factor et la sérotonine. Donc, on a pas mal de données chez la souris pour décrire ce mécanisme, très peu de données humaines, et on n'a toujours pas la certitude qu'en anaphylaxie périopératoire, il soit à l'œuvre de manière isolée. Et puis, au-delà de tous ces mécanismes qui impliquent une sensibilisation, vous en avez d'autres qui vont réagir parfois à la première exposition. Vous avez l'histaminolibération non spécifique, le basophile s'active, on ne sait pas trop expliquer pourquoi. Vous avez de l'activation de la phase contact, c'est arrivé par exemple quand il y avait des parines qui étaient contaminées à chondroïtine hypersulfatée, ce qui activait systématiquement la phase contact chez les patients. L'activation du complément, et depuis quelques années, il y a un récepteur mastocytaire qui a été décrit, le MRGPRX2, qui pourrait réagir à certaines molécules, alors assez peu les bêta-lactamines, plutôt antibiotiques le furoquinolone, et certains curares. Le problème, c'est que pour l'instant, là aussi, on ne sait absolument pas dire si chez l'homme ça existe. On sait que chez l'animal, on peut déclencher des choses, mais chez l'homme, on ne sait pas. La complexité, elle est encore plus grande quand on regarde l'allergie médicamenteuse, parce qu'en fait, on ne comprend pas comment on peut devenir allergique à un médicament. Les molécules, elles sont trop petites pour être traitées comme une protéine et présentées sur le CMH pour induire une immunisation. Alors il y a la théorie de la formation d'un aptène, où en fait il va y avoir une liaison covalente entre un médicament et une protéine, les deux sont processés ensemble, et c'est bien l'association des deux qui va être reconnue par l'anticorps. Le problème, c'est qu'il faut des dizaines de minutes pour faire un aptène, et donc à la réexposition, on n'explique pas pourquoi les gens vont réagir tout de suite. Alors il y a cette idée qui, pour l'instant, est plus une vision d'esprit qui est intéressante, mais qui n'est pas extrêmement démontrée. Cette idée de faux antigènes, c'est en fait une liaison par les forces de Van der Waals qui vont rapprocher les molécules et qui vont être reconnues par les IgE. Mais ça, c'est une hypothèse. Et puis vous en avez d'autres avec des interférences entre les anticorps qui étaient spécifiques pour autre chose, voire des interactions directes entre les CMH et le TCR, par exemple, avec des modifications d'interaction. Donc vous voyez que là, on ne sait pas pour l'instant vraiment expliquer comment on devient allergique, et du coup, ça complique beaucoup les choses pour travailler dessus. Quand on parle d'allergie médicamenteuse, on est inquiet parce qu'on voit progressivement le nombre de patients allergiques aux médicaments augmenter. Alors, est-ce que c'est directement lié à notre exposition ? Ou est-ce que c'est un phénomène autre ? L'allergie en général, il y a de plus en plus de personnes allergiques dans la population. Et ça se voit aussi pour les médicaments, avec ici une hausse constante des hospitalisations pour anaphylaxie. Alors c'est modéré, on reste sur des événements qui sont très rares, il faut garder la notion des choses, mais néanmoins la tendance est plutôt à la hausse. Quand on parle d'allergie aux bêta-lactamines, c'est le sujet d'aujourd'hui simplement parce qu'il y a énormément de patients qui ont rapporté. Quand vous regardez, vous connaissez tous et vous voyez tous plusieurs fois par semaine des patients qui rapportent une allergie aux bêta-lactamines, principalement la pénicilline. Alors dans la tête, on a l'impression qu'il y en a vraiment énormément. Quand on regarde, effectivement, c'est très hétérogène en fonction des séries, en fonction des pays. On voit qu'on navigue sur, quand on prend les bêta-lactamines en général, entre 2 et 35% selon les séries. Donc souvent, les patients ambulatoires rapportent moins d'allergie à la pénicilline que les patients qui sont hospitalisés. C'est probablement une sélection de patients. On voit qu'on a plus d'allergie à la pénicilline que d'allergie aux céphalosporines.
il faut quand même rester prudent parce que là aussi, il y a des disparités importantes entre les pays et pour l'instant, c'est très difficile puisqu'on n'a pas un système commun d'enregistrement du rapport en fait, qu'ont les patients d'allergie au bêta-lactamine. On ne sait pas dire si on a une fréquence comparable entre les pays et c'est là le nerf de la guerre puisque l'allergie va être très sensible aux facteurs environnementaux et donc ça peut varier énormément d'un pays à l'autre comme on voit pour les curares par exemple. Alors, il y a beaucoup de patients qui vont le rapporter, cette allergie à la pénicilline, mais finalement, quand il passe entre les mains des allergologues, eh bien, il y a beaucoup moins fréquemment des gens qui vont être étiquetés allergiques à la fin. Et c'est bien là tout le problème. On a beaucoup de gens qui disent être allergiques au bêta-lactamine et en particulier à la pénicilline, mais beaucoup moins qui le sont vraiment. Si vous regardez un petit peu ici, donc ça c'est des études, ça c'est une étude aux États-Unis, et vous voyez que si on prend 495 patients qui sont adressés pour une allergie à la pénicilline, eh bien, à la fin, si on découpe un peu les choses, 10% ont vraiment fait une réaction immédiate et 5% ont vraiment fait une réaction retardée. Ça fait beaucoup de monde qui n'avait pas une allergie à la fin, on est à peu près à 15%. Si on prend ces patients-là, 122 patients qui étaient adressés pour une allergie à la céphalosporine, on retombe à peu près dans les mêmes choses, un peu plus de réactions immédiates, les céphalosporines donnent un peu moins de réactions retardées, il y a 18% de réactions immédiates et moins d'1% de réactions retardées. Donc là aussi, finalement, peu de patients qui sont étiquetés réellement allergiques alors qu'ils avaient au départ l'étiquette. Une série ici qui est française, chez les militaires. Alors c'est déjà une population un petit peu particulière, puisqu'on est déjà chez des gens plutôt jeunes, plutôt masculins sélectionnés, mais sur près de 900 patients qui rapportent une allergie à la pénicilline, il n'y en avait que près de 6% qui étaient allergiques à la fin. Alors, vous voyez déjà que la prévalence chez les militaires, c'est sur la marine, c'est sur des bateaux, c'est à peu près 6% aussi. Donc on tombe dans les mêmes eaux pour la fréquence de l'allergie à la pénicilline. C'est intéressant quand même de noter, alors ils ont peu de patients à la fin, mais pour des patients qui disaient 47 qui disaient être allergiques à la pénicilline, il y en a un qui était effectivement allergique à la céphalosporine. Donc il faut se méfier, notamment en Europe et en France, de ce que les gens appellent pénicilline. Vous avez ici une étude de Montpellier qui est probablement une des plus exhaustives sur le sujet, vraiment vous avez un centre expert qui est allé au bout de l'exploration et on voit quand on y va vraiment à fond pour explorer les patients qui disaient être allergiques aux pénicillines et même aux bêta-lactamines en général, à la fin il y en a à peu près 1/5 qui sont effectivement allergiques. C'est peu et à la fois c'est beaucoup. C'est-à-dire que sur toute la masse des gens qui nous disent qu'ils sont allergiques, il y en a 20% qui le sont réellement. Et on voit là dans les caractéristiques que globalement ça correspond aux patients qu'on voit tous les jours. Des histoires souvent anciennes, vous voyez, parfois testées 50 ans après, avec peu de réactions vraiment sévères et beaucoup d'érythèmes cutanés ou d'éruptions maculopapuleuses mal étiquetées. Alors le problème de l'allergie au bêta-lactamine, c'est que ça va nous inciter à choisir une alternative et vous avez beaucoup de littérature qui nous explique qu'il y a un risque à utiliser ces alternatives, en tout cas une moins grande efficacité, voire des risques nouveaux. Vous avez ici un travail qui s'intéresse à l'émergence de SARM quand on utilise de la vancomycine en alternative au bêta-lactamine, avec effectivement je ne me trompe pas de ligne. Ici, vous voyez un hazard ratio à 1,69 pour être colonisé à SARM après un traitement par vancomycine plutôt que par pénicilline. Et puis aussi la survenue de colite à Clostridium chez les gens notamment qui sont traités par clindamycine. Il y a aussi un autre ratio, vous voyez, à 1,26. Donc un peu plus de risque de faire ces événements, mais il faut garder en tête que ça, c'est des choses qui sont certes montrées, mais pour des traitements par antibiothérapie. On ne sait pas, à l'heure actuelle, si en prophylaxie standard, en prophylaxie périopératoire, le risque est le même. Vous avez là une des plus grandes études sur le risque d'avoir une infection non cytopératoire lorsqu'on utilise une alternative. Là aussi, il y a un résultat significatif. Il y a plus d'infections cytopératoires chez les gens qui ont une étiquette d'allergique à la pénicilline par rapport aux autres. Alors, cette étude elle est très intéressante, elle a quelques limites. La première, c'est qu'on ne connaît pas comment étaient vraiment réparties les alternatives. Vous avez ici l'utilisation des médicaments avec en noir le pourcentage de patients qui avaient une allergie à la pénicilline et en gris qui n'avaient pas d'allergie à la pénicilline. Et on voit par exemple que la vanco était plus utilisée chez les gens allergiques à la pénicilline que ceux qui n'étaient pas. Mais on n'a pas le détail exact et on peut se demander si pour chaque type de chirurgie, finalement, l'alternative était la bonne.
Et c'est probablement un des reproches qu'on peut faire à la plupart de la littérature sur le sujet, c'est que finalement, on compare une bêta-lactamine à un médicament autre, mais ce n'est pas forcément le plus pertinent pour le spectre des bactéries qu'on vise. Et donc, ça gêne un petit peu l'interprétation de ces études. Et puis, on a tendance à extrapoler d'une chirurgie à une autre, et finalement, on dit, bah voilà, on a balayé 4 chirurgies, c'est vrai pour tout, c'est ça, on sait rien. Donc, pour rester aussi prudent, c'est réel, hein, la différence, mais est-ce qu'on peut l'extrapoler partout et dans toutes les circonstances? C'est pas sûr. Et puis, quand on regarde nos patients de réanimation, vous avez à gauche ici une étude française qui s'intéresse au devenir des patients en fonction de leur étiquette allergie à la pénicilline ou pas, et ça aussi, c'est du quotidien. Hein. On travaille en réanimation, on en a systématiquement dans nos lits des patients étiquetés allergie à la pénicilline, on doit réfléchir à ce qu'on va utiliser. Et bien, finalement, malgré toute la littérature qu'on a sur le sujet, là, c'est des études assez récentes, et bien, il n'y a pas de différence en termes de mortalité sur le fait d'avoir une étiquette allergie à la pénicilline ou pas. Alors, bien sûr, c'est un critère très à la fois robuste, mais à la fois un petit peu distant de la problématique. Mais comprennent tous les patients de réanimation ou les patients qui arrivent avec un sepsis, eh bien, l'étiquette allergie à la pénicilline ne change pas le devenir. Alors, le problème de cette étude, c'est qu'on ne connaît pas bien quelle était leur stratégie alternative lorsque les patients avaient une étiquette. On retrouve des résultats similaires dans une étude qui est américaine, mais là, ils utilisaient aussi pas mal de céphalosporine. Donc ça vient biaiser un petit peu les choses. Encore une fois, la question est de savoir quel est l'emploi de l'alternative et quelle alternative nous allons choisir. Alors, juste pour refaire le point sur l'allergie en tant que telle, ce qu'on étiquette allergie à la pénicilline, en fait, c'est très vaste comme spectre de réactions. Ce que vous connaissez le mieux, c'est les réactions immédiates. Hein, l'anaphylaxie, vous avez une urticaire aiguë, vous avez un état de choc anaphylactique. Ça, pour nous, c'est évident, mais pour les allergologues, ils ont un spectre beaucoup plus vaste avec les réactions retardées, les réactions cutanées retardées. Hein, et on peut voir plein de choses, hein, des érythèmes pigmentés fixes, des pustuloses, il y a vraiment tout jusqu'au Steven Johnson et au Lyell. Donc on peut vraiment avoir tout un spectre. Il ne faut pas s'arrêter à juste l'anaphylaxie en immédiat parce que le Lyell, le Steven Johnson, le DRESS, c'est tout aussi sévère, ça va réagir moins vite. Les réexpositions sont parfois, si c'est une réexposition unique, moins grave, mais encore, en tout cas, il faut rester très prudent par rapport à ces histoires-là. Alors, comment est-ce qu'on explore un patient qui est étiqueté allergique au bêta-lactamine? Ça dépend un petit peu de l'histoire clinique. Quand il arrive avec une histoire de réaction immédiate, il faut essayer d'explorer assez rapidement, on va voir pourquoi. On dit qu'en général, il faut minimum 4 à 6 semaines après la réaction. Si vous allez plus tôt, le danger, c'est qu'il y a une allergie cutanée, la peau ne répond pas bien, et donc on a des faux négatifs sur les tests cutanés. Donc il faut se donner le temps d'avoir en fait une regranulation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais une reconstitution des granules dans les mastocytes. Et donc ça expose, si on va trop tôt, au risque de faux négatifs. L'idée, c'est de faire des tests cutanés. Donc on va faire soit des petits tests, on pose une petite goutte de l'allergène sur la peau et on pique à travers pour juste perforer l'épiderme. Et puis, si c'est négatif, on va aller vers ce qu'on appelle des intradermoréactions. En fait, on injecte une concentration du médicament en intradermique à des concentrations bien définies. Et là-dessus, il y a beaucoup de recommandations chez les allergologues parce que certains médicaments sont irritants. Si je vous prends par exemple de l'atracurium, on met le pur sous la peau, tout le monde va réagir. Donc il faut le diluer suffisamment bas pour ne pas être dans des concentrations irritantes et effectivement voir une réaction d'hypersensibilité. Donc ça, c'est une petite subtilité, c'est vrai aussi pour certains antibiotiques. Et en fonction de ça, eh bien, globalement, les tests cutanés ont une relativement bonne sensibilité. Vous voyez, 70%, c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Et par contre, une très bonne spécificité. Quelqu'un qui a des tests cutanés positifs, globalement, on peut dire qu'il est sensibilisé. Par contre, s'il a des tests cutanés négatifs, on n'est pas tout à fait tranquille. Il faut faire attention aux patients qui sont sous antihistaminiques ou sous bêta-bloquants parce qu'il y a un risque de faux négatif des tests cutanés. Et puis, comme vous voyez, la sensibilité n'est pas forcément excellente. Derrière, si c'est négatif, on va aller vers le test de provocation. Alors, test de provocation orale en général, mais ça peut être le test de provocation IV, pour essayer de voir si le patient est effectivement sensibilisé. Et vous allez avoir des patients qui ne vont pas réagir en test cutané, mais qui vont réagir en test de provocation. Et on peut même aller plus loin, et ça c'est assez typique des bêta-lactamines, et pour l'instant c'est très mal expliqué. Il faut avoir des gens qui vont avoir un test cutané négatif, un test de provocation négatif, vous leur refaites les tests cutanés, ils deviennent positifs. Et ils ne se sont pas sensibilisés pendant le test de provocation, c'est juste pour des allergies anciennes, on a redémasqué la sensibilisation. Donc ça rend très très compliqué l'approche diagnostique chez ces patients.
Les allergologues sont assez prudents avec les tests au bêta-lactamine, et je trouve que c'est assez démonstratif du type de sensibilité que les patients peuvent avoir, puisqu'il y a des patients qui peuvent faire des chocs anaphylactiques au test cutané. À l'intradermoréaction, vous pouvez avoir des chocs anaphylactiques sévères, et il y a dans la littérature des décès. 5 décès depuis 1960 publiés, c'est pas énorme. On peut dire qu'il y a eu un accident, mais globalement, les allergologues connaissent tous, ils ont tous eu déjà des réactions systémiques sévères lors d'une intradermoréaction, et ça montre à quel point certains patients sont sensibles à ça. On a même un cas à Strasbourg, c'est une allergologue qui m'a raconté ça la dernière fois, où la personne a déclenché la réaction au moment où ils ont solubilisé la poudre. Et donc ça, le simple fait de vaporiser un tout petit peu de pénicilline dans l'air a déclenché le choc. Donc certains patients sont très réactifs et il faut être prudent par rapport à ça. Des histoires d'anaphylaxie et des réactions immédiates dans l'heure qui suit la prise sont fortement associées à ces réactions les plus sévères. C'est assez intuitif, les gens qui ont fait les réactions les plus sévères et les plus rapides sont les plus sensibilisés. Ça, c'est l'explication pour laquelle il ne faut pas trop attendre avant d'adresser le patient, et surtout, il faut bien insister pour qu'il vienne à cette consultation d'allergologie, surtout quand ça arrive avec nous, parce qu'en anesthésie, le patient, lui, il ne l'a pas vécu. On a des gens qui font une allergie alimentaire, des gens qui sont piqués par une guêpe, ceux qui font un choc à la maison avec une prise d'amoxicilline pour un abcès dentaire, eux, ils vont à toutes les consultations d'allergie, ils ne rechignent pas parce qu'ils se sont vus mourir. Nos patients, eux, ils dormaient, ils se réveillent, tout le monde a eu peur autour d'eux, sauf eux, et du coup, on a un taux d'attrition qui est énorme, il y a moins de 50% des patients qui se présentent effectivement à leur consultation à la fin. Donc ça, c'est notre rôle d'insister pour qu'ils y aillent, parce que ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que plus on attend, ça c'est en mois, plus on attend après la réaction, moins on aura des résultats positifs. On a une vraie diminution de la sensibilité des tests cutanés avec le temps. Et donc, si on les explore trop tard, on rentre dans ce cycle où le test cutané va être négatif, le test de provocation lui-même peut être négatif. Il faut refaire encore une séquence pour voir si on a redémasqué les choses. Et après, on rentre dans la poule et l'œuf. Est-ce que c'est notre séquence qui a sensibilisé le patient ou pas, et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il vaut mieux le faire, idéalement, dans les mois qui suivent, dans l'année qui suit la réaction. Alors, juste quelques exemples, ça c'est juste pour que vous en ayez vu, mais on a beaucoup d'entre vous qui ont déjà eu des tests cutanés pour des allergènes, des acariens, ce genre de choses. On va venir piquer à travers la peau, et puis on voit que le test, vous allez avoir une papule avec un érythème autour, et plus on est sensibilisé, plus ça va être grand, mais globalement, on voit des patients qui vont réagir à plein de choses et d'autres à très peu. Et on peut réagir un peu tout, même à l'astroname. Et puis, vous pouvez avoir des doubles sensibilisations. Le patient il peut être allergique à l'amoxicilline et à l'acide clavulanique, par exemple. Donc là aussi, parfois, il n'est pas rare qu'on trouve deux sensibilisations. Difficile de savoir quoi en faire, mais même en périopératoire, même avec les curares, parfois, le patient il est positif à la cellopurine et à la céphalosporine. Les deux ont été injectés globalement en même temps et on n'arrivera pas à faire la part des choses. Quand on est dans des réactions retardées, c'est des choses que nous on voit très peu, même en ayant notre étiquette, nous on ne les voit jamais, c'est nos dermatologues qui vont récupérer ces patients-là. Mais globalement, on peut avoir des réactions retardées, et là l'exploration elle est très différente parce que il faut faire des patch tests. En fait, on va mettre le médicament qui est élué dans de la graisse ou dans du NaCl sur des patchs, et on va le mettre sur la peau, et en fait on va faire une lecture à plusieurs jours pour voir ce qui se passe. Alors soit le patient est fiable, il rentre et on lui dit si ça gratte, vous prenez une photo, vous nous l'envoyez, soit il revient en consulte et ça peut aller jusqu'à des formes assez marquées, une réactivité cutanée assez importante. Donc c'est comme ça qu'on va explorer, et derrière bien sûr, il y a aussi le test de provocation éventuellement pour regarder. Globalement, le test de provocation, c'est ce que je disais, il est plutôt sensible. La valeur prédictive négative, elle est de 94%, mais là aussi, elle n'est pas 200%. Donc il faut se méfier quand on a une masse de patients à tester. C'est sûr que quand on a des patients, très peu de patients, comme on a pour les curares, par exemple, une VPN à 94%, c'est satisfaisant. Pour les bêta-lactamines, ça allait beaucoup moins, parce qu'on va tester une masse énorme de patients, donc on va vraiment augmenter le risque de faux négatifs. Alors pour rentrer un petit peu dans le dur, vous avez ici les structures chimiques des bêta-lactamines. La bêta-lactamine, elle contient le noyau bêta-lactame, c'est assez logique, et puis après vous avez une structure pour les pénicillines et les céphalosporines. Et globalement, on sait qu'il y a des réactions croisées au sein de la classe des bêta-lactamines, mais pas n'importe comment. Les pénicillines peuvent croiser entre elles, soit parce qu'il y a une sensibilisation directement sur le noyau bêta-lactame qui est particulièrement exposé, soit sur les chaînes latérales. Certaines pénicillines peuvent croiser avec certaines céphalosporines. On le voit ici, par exemple, l'amox peut croiser avec celle-ci et l'ampicilline avec celle-là. Donc, on a des réactions croisées entre pénicilline et céphalosporine, pas forcément celles qu'on va utiliser nous.
Bien sûr, on a des réactions croisées entre céphalosporines elles-mêmes, et là aussi, ça dépend de leur chaîne latérale, hein, la chaîne R1 notamment. Il faut se méfier parce qu'on parle souvent des chaînes R1, on parle un peu moins des chaînes R2, mais c'est tout à fait possible. Hein, donc, il y a des réactions croisées qui peuvent arriver là aussi, mais les plus fréquentes sont sur la chaîne R1. Et donc, par exemple, si vous êtes allergique au ceftriaxone, eh bien, on ne peut pas donner de céphépime non plus. Il faut rester prudent parce que les chaînes latérales sont similaires. L'astréonam, souvent, ne croise pas avec grand-chose. Hein, c'est pour ça qu'il est préconisé, on verra à la fin, à une exception près. C'est que l'astréonam, eh bien, il a une chaîne latérale qui est similaire au ceftazidime. Et donc, il faut s'en méfier, notamment, nous, on a les mucos, enfin maintenant, on les a plus parce qu'ils sont plus greffés, ils vont mieux, mais quand on avait justement ces patients-là qui ont eu des lignes et des lignes et des lignes d'antibiothérapie avec des germes extrêmement résistants, et en plus qui ont développé des allergies, on se retrouvait avec des patients qui nécessitaient le traitement, par exemple, par Azactam, mais qui étaient allergiques au Fortum, et donc on se retrouvait un peu dans une situation où il faut être prudent parce qu'on peut déclencher des réactions. Donc vous voyez que c'est assez compliqué, on peut le résumer dans des tableaux, mais j'ai envie de dire que ça, c'est très théorique, hein. Personne n'a jamais vérifié que ça marchait. Donc il faut rester prudent même par rapport à ce tableau, parce qu'à la fin, ils ont tous un noyau bêta-lactame. Donc techniquement, tant que c'est visible par un anticorps, il peut sensibiliser dessus. Alors comment fonctionnent les allergos? Ça, c'est leur recommandation pour explorer les patients. Ils vont stratifier en fonction du risque d'avoir une récurrence. Ils ont des situations, quand on parle d'hypersensibilité immédiate, mais ça nécessite déjà de savoir de quoi on parle. La plupart des patients, ils ne savent pas nous dire quand c'est arrivé, hein, quand on les interroge. C'est un truc ancien, eux-mêmes ne s'en souviennent pas trop. Ils ne savent pas s'ils l'ont fait tout de suite après ou plusieurs jours après la prise. Ils ne savent pas si c'est faire la différence entre une urticaire aiguë et un érythème maculopapuleux. Déjà, je ne suis pas sûr qu'on soit tous très performants là-dedans, mais en plus, un patient lui demandait ça 15 ans après. C'est extrêmement compliqué. Donc, c'est des algorithmes qui sont très intéressants en théorie, mais en pratique, quand il faut l'utiliser sur le patient, ben, ce n'est pas toujours évident. Hein, que le patient vous dise, bon, moi j'avais une urticaire localisée, un pruré généralisé, une symptomatologie digestive, on va plutôt classer en risque intermédiaire. Par contre, clairement, il nous dit, j'ai fait un malaise, j'ai perdu connaissance, j'ai gonflé de partout et j'ai été hospitalisé, j'ai eu un traitement, c'est pas le même risque. Hein, bien sûr, on a un risque beaucoup plus élevé quand le patient il rapporte des choses qui vont bien avec l'anaphylaxie. Et c'est un peu la même chose quand on a les réactions retardées. Un patient, il vous dit, j'ai fait des grosses bulles partout, j'ai perdu la peau et j'ai été hospitalisé 6 mois. Pas de doute sur le fait que ce soit une dermatose sévère. Hein. Par contre, pour faire la différence entre tout le reste, là, un érythème dans l'intertrigo entre les orteils avec une peau qui pèle, c'est plus difficile, hein, 10 ans après. Et vous voyez, les réactions inconnues sont toujours rangées dans le risque intermédiaire parce que finalement, on se dit, bon, bah, s'il ne s'en souvient pas, si c'est inconnu, c'est que c'était probablement moins grave, sinon il s'en serait souvenu. Mais c'est encore un test social presque. Vous voyez, et c'est un peu, je pense que c'était le but aussi un peu de ce topo, on voit fleurir plein d'algorithmes de décision et d'alternatives sans exploration allergologique. Ces algorithmes, ils sont beaucoup publiés, alors je m'excuse pour la qualité, mais c'était comme ça dans l'article. Hein. Ils sont beaucoup publiés par Madame Blumenthal qui est aux États-Unis. Elle a une littérature extrêmement prolifique sur le sujet et elle produit beaucoup d'algorithmes. Ils sont tous basés sur les populations américaines et c'est essentiel parce que vous allez le voir après, nous on n'a pas les mêmes. Il faut être très prudent et très critique par rapport à ça parce que c'est utilisé dans un système anglo-saxon avec l'épidémiologie anglo-saxonne. Et surtout, les Américains ils ont beaucoup plus de difficultés que nous pour adresser les patients en consultation allergologique. Le patient il doit payer lui-même sa consultation, tous les tests, et donc avec tous les risques de réaction quand on parle de bêta-lactamine. Donc les allergologues américains sont beaucoup moins chauds pour aller faire des tests cutanés et beaucoup moins de facilité pour le faire. Donc tout est construit dans ce contexte et il faut l'avoir à l'esprit. On voit que globalement, elle va proposer de séparer les réactions de type 2 ou 4, c'est donc les réactions cutanées retardées, hein, avec les formes sévères où là, on va dire, on va éviter pénicilline, céphalosporine, et puis on va partir sur une alternative et éventuellement tester chez l'allergologue. Ça, c'est la vision nord-américaine. Si on a des signes qui sont plutôt évocateurs, quand on a une allergie à la pénicilline, ils vont proposer d'utiliser plutôt des C3G, C4G en test dose ou des carbapénem. La test dose, c'est quelque chose qui est encore pas bien qualifié en clinique. Hein. C'est je prends le médicament, je mets un dixième, je regarde s'il choque, et puis s'il ne choque pas, je mets le reste. Il faut se méfier, à un dixième de la dose, vous avez que 50% des gens qui choquent. Quand ils font des tests de provocation, à un dixième, on ne démasque que moitié des gens, et les autres, ça va se démasquer de plus haut, donc il faut être prudent. Il propose sinon d'utiliser l'alternative ou l'astréonam.
Et puis, il y a les gens avec des réactions peu sévères, on ne sait pas trop ce que c'est, et bien là, ils disent, OK, on peut utiliser directement une full dose de C3G, C4G, ou alors une pénicilline avec une dose test. Bon, le problème, c'est que ces algorithmes ne sont pas du tout validés en France. Alors, ça, c'est un algorithme qu'elle a mis à jour plus récemment, un petit peu plus fin, un petit peu plus joli, mais globalement, il revient au même. Il propose assez peu d'exploration, en tout cas, on ne sait pas trop comment la positionner, et c'est énormément vers la test dose de médicaments avec des chaînes latérales différentes. Et puis, il y a des gens qui ont développé des scores. Alors, celui-là, c'est un des plus connus, c'est le PenFast, qui considère que si vous avez une histoire d'allergie à la pénicilline, eh bien, on va rechercher certains points qui vont être plutôt évocateurs d'une vraie allergie et inciter à avoir une attitude prudente, avec comme corollaire de dire s'il a 0 point, le risque est very low, très faible, et donc on peut y aller. Là-dedans, vous avez un délai de réaction inférieur à 5 ans. Alors le rationnel là-bas, c'est de se dire si c'est des réactions anciennes, il démarrera peut-être pas sans choc à la première dose. Bon. L'histoire d'anaphylaxie ou de réaction cutanée sévère, là bien sûr, on est dans quelque chose de très fort et donc ça c'est important. Et les patients qui ont besoin d'un traitement, là aussi, quelqu'un qui est allé voir un médecin ou qui est à l'hôpital et qui a un traitement pour cette histoire, même si elle est ancienne, même si c'est pas ce que c'est, il faut rester prudent. Ils ont testé cette cohorte cet algorithme, ce questionnaire sur plusieurs cohortes et finalement, on voit que la spécificité est assez variable et la sensibilité aussi avec des valeurs prédictives négatives qui sont très variables d'une cohorte à l'autre. Certaines sont très bonnes, d'autres un petit peu moins. Et là aussi, on voit bien la variabilité entre les différents sites, on voit même entre les États-Unis et l'Australie. Donc, ça montre qu'il y a des facteurs environnementaux qui font bouger les choses. En tout cas, on n'est pas dans les mêmes, tout à fait dans les mêmes patients à chaque fois. Ça, c'est une cohorte montpelliéraine, qui est une cohorte française. Ils ont pris une grosse cohorte de patients et ils ont fait de la régression logistique. Ils ont essayé de faire des arbres comme ça, des embranchements, pour identifier au mieux les patients qui allaient avoir un bilan ergologique positif à la fin. Donc, ils prennent leur cohorte de patients qu'ils ont bilantés, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis ils la font tourner à l'envers, et ils regardent en fait si informatiquement on peut sortir un score qui va nous permettre d'identifier les patients. Bon, on peut sortir un score, mais là aussi, une très mauvaise sensibilité. Vous voyez les aires sur la courbe qui ne sont pas très bonnes. Donc en fait, souvent, ils sont assez spécifiques. Quand ils sont dans les bons embranchements, on sait qu'ils vont être allergiques, mais très peu sensibles, on va rater beaucoup de patients. Et c'est vrai, c'est le passage Mac APC, je suis désolé. Mais globalement, ça montrait ici, il y a plein de scores différents qui ont été proposés, plein d'algorithmes différents avec du machine learning ou avec des choses comme ça. Et on retombe toujours dans les mêmes écueils, spécificité plutôt bonne, sensibilité plutôt moins bonne, donc on va rater pas mal de patients. On va s'intéresser maintenant aux études, un tout petit peu à l'épidémiologie périopératoire, pour voir que tout ça, tout ce que je vous ai montré, on ne sait pas comment l'appliquer chez nous. Donc c'est des études qui se basent sur les travaux du GIRAP, qui est un réseau d'allergologues et d'anesthésistes réanimateurs répartis à travers toute la France, qui a déjà fait pas mal d'enquêtes et qui suit l'épidémiologie des réactions périopératoires en France. Globalement, quand on regarde sur la plus grosse enquête qui avait été faite, on voit que les curares sont en tête, ça il n'y a pas de doute, et ça reste le cas en France. On a à peu près 184 réactions par million d'anesthésie, avec une nette prédominance féminine, et parmi les curares les plus pourvoyeurs, vous avez Rocuronium et Suxaméthonine. Pendant longtemps, le latex était en tête, mais grâce aux mesures de prévention primaire et secondaire, on le voit quasiment plus, en tout cas c'est en train de s'effondrer. Par contre, quand on regarde au fil des enquêtes, ça c'est des pourcentages, donc c'est la proportion des médicaments, en fait, la place qu'ils occupent dans la fréquence des réactions périopératoires. On voit que les curares, ils convolent en tête et ils sont globalement stables. Par contre, les antibiotiques, ils montent progressivement, 18, et sur la prochaine qui n'est pas encore publiée, c'est 25. Donc on a de plus en plus de réactions d'antibiotiques. En tout cas, ça occupe une part croissante dans nos chocs anaphylactiques périopératoires. Et c'est là où ça pose problème, c'est que beaucoup d'algorithmes, se basant sur les chaînes latérales, proposent d'utiliser la céfazoline comme alternative. On dit ça parce que la céfazoline, elle n'a aucune homologie de structure sur les chaînes latérales avec ni les pénicillines ni les autres céphalosporines. On se dit, c'est intéressant, ça nous permet d'éviter finalement de prendre le risque. On utilise quand même une bêta-lactamine avec son spectre très tourné vers les coxygrammes plus, et on se dit, finalement on a une bêta-lactamine qui croise avec rien d'autre, qui n'est pas vendue en ville, jackpot. En fait, chez nous, c'est pas possible parce qu'on a énormément de réactions à la céfazoline. Vous regardez sur l'enquête 2011-2012, ça représentait 40% des antibiotiques.
Donc c'est sur 91 réactions aux antibiotiques rentrées sur la base, hein, donc on n'est pas exhaustif, hein. On en avait 36 à la céfazoline, et on voit que sur la future enquête qui va sortir, 2017-2018, on a plus de 50% des réactions aux antibiotiques qui sont liées à la céfazoline. C'est d'ailleurs intéressant, on se dit, bon, la céfazoline, c'est pas donné en ville. Dans les services, mis à part, il y a eu un petit moment, il y a eu une rupture de stock de cloxacilline pour le Staph aureus motiles, où c'était un peu utilisé, mais finalement, sinon, c'était pas utilisé non plus à l'hôpital. Il n'y a que en antibioprophylaxie qu'on l'utilise. Et finalement, si on prend dans notre cohorte, là, on a 9 patients sur 56 qui n'avaient jamais été anesthésiés avant. Donc, ils n'en avaient pas reçu. Donc, ces gens-là, on ne sait pas comment ils sont sensibilisés. Voilà. Alors, il y a plusieurs hypothèses, soit une allergie croisée qu'on ne maîtrise pas, et qu'on n'a pas encore découverte, c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait être prudent par rapport au tableau, soit on en mange dans l'environnement, c'est utilisé dans la médecine vétérinaire, donc est-ce que ça reste, ça persiste par exemple dans la viande ou des choses comme ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a vu avec l'ANSM, on a récupéré le nombre d'ampoules vendues sur l'année. C'est très difficile en France, comme on n'est pas informatisé de manière uniforme, on ne peut pas savoir l'exposition. Mais par contre, les vendeurs, ils sont obligés de donner combien d'ampoules ils vendent sur le pays chaque année. Donc ça nous donne un reflet global, imparfait mais global, de l'utilisation des molécules. On l'a fait pour les curares, et là on l'a fait pour la céfazoline. Alors, première bonne nouvelle, c'est que c'est globalement stable entre 2011-2012 et 2017-2018, à peu près. Hein. C'est des données préliminaires qui vont être travaillées, donc à prendre avec beaucoup de prudence. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, 0,6 réactions pour 100 000 ampoules vendues, c'est comme le Nomex. Donc c'est quand même une réaction qui est parmi les réactions médicamenteuses les plus fréquentes, la céfazoline. Donc pour nous, ça n'est pas une alternative évidente. On ne l'explique pas, mais on ne peut pas appliquer les algorithmes nord-américains. Les Nord-Américains n'utilisaient pas de céfazoline jusqu'à présent en antibioprophylaxie. Donc pour eux, c'est facile de dire, allez-y. Les Anglais, ils font pareil. Les Anglais, ils ont beaucoup de réactions à la MOX et à la télécoplanine. Et ils disent, bah, nous, on va commencer à faire de la céfazoline. Oui, mais on va voir si dans 5 à 10 ans, ils n'ont pas autant de réactions que nous. Hein, il y a un phénomène qui fait que quand on ne l'utilise pas, on n'a pas de réaction. Donc on dit c'est une alternative intéressante, mais attention quand on l'utilise. Donc pour l'instant, ça c'est un point sur lequel on travaille beaucoup pour essayer de comprendre comment on se sensibilise à la céfazoline. Mais attention, ça n'est pas une alternative valable en France parce qu'on chope. Et c'est pas qu'en France, parce que quand on prend les études un petit peu à travers l'Europe, alors il y a le Royaume-Uni qui est à part, c'est ce que je disais, plutôt augmentin en 1 et télécoplanine en 2. La télécoplanine, elle talonne l'augmentin parce qu'il l'utilise énormément en antibioprophylaxie. Mais vous prenez Pays-Bas, la céfazoline arrive en 1, en termes de fréquence de réaction, c'est des petites cohortes quand même. Belgique, elle arrive en 2. Espagne, la céphalosporine arrive en 1. Donc on a un phénomène comme ça européen qui n'est pas juste franco-français, où on a une sensibilisation à la céphalosporine. Donc ça c'est juste un message pour bien rester prudent par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on voit, ce qu'on entend sur le sujet. Alors, là, c'était juste pour vous dire, il y a quelques travaux qui sont intéressés à la fréquence de réaction, de sensibilisation croisée, alors pas forcément croisée, mais de double sensibilisation, entre des patients qui sont allergiques au pénicilline et à la céfazoline. Vous voyez que c'est extrêmement rare, hein, 0,7% des patients allergiques à la pénicilline sont aussi allergiques à la céfazoline. 4,4% des patients allergiques à la céfazoline sont aussi allergiques au pénicilline. Bon, mais ça n'explique pas ce qu'on observe, nous, ça aussi c'est des données portugaises, je crois, sous Apinto. Et puis on retrouve des proportions un petit peu similaires dans un autre travail, qui là est américain, avec aussi des fréquences finalement très faibles, 1,5% de patients qui sont allergiques à la céfazoline quand ils sont allergiques à la pénicilline. Donc pour l'instant, pas d'explication claire sur ce mécanisme. Est-ce que dans ces études, c'est des doubles sensibilisations? Est-ce qu'il y a des mécanismes croisés avec des gens qui vont se sensibiliser sur d'autres épitopes? Pour l'instant, on ne le sait pas. Ça, c'est finalement une conduite à tenir qu'on vous propose, hein, c'est ce qu'on avait envoyé pour le livre du Collège national, pour essayer de savoir quoi faire quand on a un patient qui se dit allergique. Le patient, il y a des patients qui ont déjà été explorés, donc là c'est indispensable d'aller récupérer leur bilan allergologique pour voir ce qui se passe. Il y a des patients qui vous racontent quelque chose, ils vous disent je suis allergique, mais quand vous lui demandez ce que c'est, il vous dit ouais, j'ai eu la diarrhée après 3 jours d'augmentin. On est tous d'accord, ça n'est pas de l'allergie, donc ce patient, il faut directement le désétiqueter. D'accord, on ne mettez pas dans la consulte d'Anest allergie A, il faut dire à monsieur, c'est pas de l'allergie, et on ne met pas le mot, parce que une fois que le mot est posé dans les dossiers informatiques, c'est un enfer, parce qu'il est repris, et plus personne l'enlève. Et même si on avait une stratégie clinique efficace, on va en parler un petit peu après, de désétiquetage, on aurait énormément de mal informatiquement à retirer l'étiquette d'allergie à la pénicilline.
Hein. Il y a aussi des gens qui vont dire bah, j'ai eu des maux de tête, j'ai ma tante qui a fait un choc anaphylactique à la pénicilline, il n'y a pas de forme familiale d'allergie, et puis dans le monde. Donc là aussi, tout ça, c'est des étiquettes qu'il faut enlever. Si le patient n'a pas été exploré, à ce moment-là, il faut juger. C'est là où c'est très difficile. On pourrait se dire, bah, ça vaudrait peut-être le coup d'adresser tous ces patients en consultation d'allergologie. C'est juste pas possible. Ils ne peuvent pas absorber cette masse de patients dans le délai imparti. On se retrouverait à tout décaler. Et les allergologues, ils courraient sous le travail. Ils ne peuvent pas tout absorber. Donc pour l'instant, la stratégie proposée, qui n'est pas validée, hein, c'est juste une stratégie proposée, c'est de se dire, certains patients, ce serait quand même bien de les explorer parce que eh bien, ils peuvent nous poser problème en post-opératoire. Vous avez des gens qui vont être allergiques à plusieurs antibiotiques, et donc là, ça réduit fortement le nombre d'alternatives possibles. Vous avez des gens qui ont un fort risque en fait, d'être traités par antibiotiques post-opératoires, hein, des gens qui ont des maladies sévères, bronchiectasie, mucoviscidose, ce genre de choses. Finalement, eux, le risque d'avoir besoin d'un traitement, une antibiothérapie en post-opératoire est réel, et dans ce cas-là, si on peut le faire, il vaut mieux les explorer. Et puis peut-être que pour certaines chirurgies majeures à risque, on va dire, important d'avoir des complications infectieuses, et ben, ça peut valoir la peine aussi. Mais même ça, ça représente déjà une masse importante, et donc ça nécessite de bien discuter avec ses allergologues. Et puis, soit on peut adresser le patient en consultation, et à ce moment-là, on y va, soit on ne peut pas, et du coup, il faut utiliser les protocoles de substitution actuels. Là aussi, c'est des choses, alors, pas dans les RFE antiboprophylaxie, donc je ne peux pas vous dire comment ça va évoluer, mais c'est des choses qui sont particulièrement sensibles, puisque le choix de l'alternative, encore une fois, va impacter ce devenir sur l'infection du site opératoire, sur ces histoires de colite à Clostridium, donc c'est pas anodin. Juste certains points, mais là vous l'avez déjà entendu, hein, c'est que quand ils ont des histoires cliniques vraiment typiques, là c'est un signal d'alerte majeur et cela il faut les adresser. C'est-à-dire que si vous avez le temps, quelqu'un qui vous raconte qu'il a fait un décollement cutané après un antibiotique et qui n'a pas été identifié, ça il faut qu'il soit adressé en consultation parce qu'il est vraiment à risque de faire des gros problèmes. Pour ce qui est d'un traitement par antibiothérapie hein, qui diffère de l'antiboprophylaxie, bon, bah, soit le patient il est vraiment allergique et à ce moment-là, on va voir si on a ou pas un bilan allergologique. En général, s'il est vraiment allergique, c'est qu'on a un bilan allergologique et on sait quelle molécule on peut utiliser. Soit le patient est suspect d'être allergique. Il faut juste se poser la question du ceftazidime, parce que s'il est allergique au ceftazidime, ça vous élimine l'injectable. Donc ça, il faut se méfier chez des patients justement avec des maladies pulmonaires sévères, hein, c'est souvent chez eux qu'on va le trouver. Mais chez tous les autres, on peut utiliser l'astréonam en premier, puisqu'il n'y a pas de réaction croisée rapportée avec les autres. Et pour ça, c'est plutôt fiable. Il faut se méfier de l'astréonam, c'est qu'il ne couvre pas du tout les anaérobies, hein, donc pensez à associer du métronidazole si vous voulez faire un traitement un peu plus large, voire de la vancomycine, puisque ça ne couvre pas les grammes positifs. Donc là aussi, une histoire de spectre. L'astréonam a un spectre un peu plus étroit, donc attention aux trous dans la raquette, il faut penser à compenser. Et puis, pour les autres, ceux qui sont allergiques au ceftazidime ou alors un échec de traitement sous lactame, il nous reste les carbapénèmes, fréquence de réaction croisée extrêmement faible, et donc ça reste une vraie option pour traiter nos patients, notamment en réanimation. Enfin, vous avez des patients pour qui l'antibiogramme sort, et là c'est la cata, parce que vous ne pouvez pas utiliser la lactame, vous ne pouvez pas utiliser les carbapénèmes. On commence à se demander ce qu'on peut utiliser, des histoires d'allergie où on est bien embêté, et donc on peut proposer un protocole de désensibilisation rapide qui vise à exposer le patient à la molécule à des doses infimes au départ et des doses croissantes. Et en fait, après le temps du traitement, le patient il ne va pas réagir. Mais ça, c'est bien le temps du traitement. À partir du moment où on interrompt le traitement quelques jours, il redevient sensibilisé. Donc, ce n'est pas quelque chose de définitif, mais ça permet d'administrer une cure antibiotique chez un patient qui est type allergique. Et c'est contraignant. Hein. Vous avez là ce qu'ils appellent, c'est en 3 sacs, en 3 poches. Hein. On fait 3 dilutions en fait, de pénicilline. Ça, c'est un exemple, mais on pourrait le faire avec n'importe quel médicament. Hein. Il faut le diluer au millionième au départ. Mais on fait des dilutions dans un premier flacon très faible qu'on va faire passer à débit croissant toutes les 15 minutes. Quand on a atteint les débits maximales sur le premier flacon, on va passer au deuxième avec une concentration 10 fois plus forte, et puis après 100 fois plus forte, et on monte jusqu'à avoir la dose thérapeutique, et là on ne la laisse plus partir. Quand on maintient cette dose, ce traitement le temps 2, alors que ce soit en continu ou en discontinu, mais vous le maintenez, parce que dès que vous l'avez arrêté 1 ou 2 jours, le patient il sera resensibilisé. Mais c'est un moyen de sortir des impasses, c'est très contraignant, c'est pas sans risque, donc c'est que dans les situations où vous êtes vraiment bloqué, avec typiquement des patients qui sont allergiques à plusieurs pénicillines, ou plusieurs bêta-lactamines, et des germes multirésistants pour lesquels vous aimeriez bien quand même prendre cette molécule.
C'est bien décrit pour les chimiothérapies, hein. Il y a beaucoup de patients qui vont avoir des réactions au sel de platine, et ces protocoles sont appliqués en hôpital de jour, hein, pour désensibiliser les patients à la chimiothérapie. Ils vont monter en incrément progressif jusqu'à avoir la dose, puis le patient il se prend toute la dose et après il repart. Donc c'est des choses qui peuvent marcher, mais c'est contraignant et il faut le faire vraiment avec prudence et bien surveiller le patient. Et puis, dans les stratégies à venir, il y a cette stratégie de désétiquetage, le delabeling en anglais. L'idée, c'est de dire on va essayer de retirer l'étiquette de l'allergie à la péniche chez nos patients, parce qu'en fait, ça embête tout le monde, c'est associé à du risque, à plus d'hospitalisation, une durée d'hospitalisation plus longue, plus de coûts. Et donc, on est bien embêté. Donc, il y a plein de stratégies proposées de delabeling. Le problème, là encore, c'est d'identifier les bons patients pour le faire, parce que globalement, là, ce que vous voyez, c'est des recommandations, par exemple, anglaises, du Royaume-Uni. Moi, ils disent, vous avez des patients, finalement, c'est tableau, mais les patients à faible risque, là, vous les voyez devant vous en consultation, là, vous leur donnez 1 gramme d'amoxicilline et vous regardez ce qu'ils font. C'est ça le delabeling agressif, quoi. C'est, s'il a faible risque, on lui donne la molécule et puis on regarde. Bon, encore une fois, vous vous souvenez de la sensibilité de nos questionnaires, quoi. Et puis vous avez un essai qui est en cours, hein, pour justement la période périopératoire, qui sera intéressant à voir, avec une application qui s'appelle Prépare, qui permet de qualifier les risques en haut ou bas, et pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc c'est curieux, mais encore une fois, tout le problème va être de l'environnement dans lequel elle est faite et de l'applicabilité. Il faudra probablement qu'on fasse la même chose chez nous, pour pouvoir dire si c'est la même réponse ou pas, parce que comme l'épidémiologie de départ n'est pas la même, l'appréciation du risque va être différente. Et juste pour vous montrer, hein, ça c'est des gens qui s'amusaient, ils ont pris des patients qui avaient eu une exploration allergologique et des tests de provocation, et ils ont théoriquement appliqué le delabeling, enfin leur stratégie, puis en fait ils en font quand même choquer 11%. Donc, alors c'est des petites réactions, hein, modérées, mais bon quand même, mineures à modérées, les patients font quand même des réactions systémiques au moment du delabeling. Donc si vous devez, ce que certains proposent, faire ça en consultation d'allergologie, il faut quand même être bien rodé, quoi. 11% qui ont fait une réaction juste après votre consulte, il faut pouvoir le gérer. Donc c'est vraiment pas évident et pour l'instant on n'a pas de réponse simple. Voilà, j'ai fini, donc je ne vais pas apporter de réponse folle, hein, mais globalement c'est sûr que c'est complexe et mal compris. On a des tonnes de choses à comprendre sur l'allergie médicamenteuse, fréquemment rapportées, moins fréquemment confirmées, mais pas si rarement que ça non plus. Le problème, on nous met beaucoup en avant le risque des alternatives, mais finalement on a tendance à extrapoler ce risque à toutes les situations et on n'en sait rien. Quand on essaie d'identifier les sujets à risque, on n'est pas toujours suffisamment sensible pour limiter le risque. Encore une fois, on parle pour la partie périopératoire d'antibprophylaxie, donc on essaie déjà de prévenir un risque qui n'est pas fréquent. Et si vous y ajoutez des si et des pourcentages, on arrive à des tout petits risques qu'on essaie d'associer à... Donc en fait, finalement, on perd vite le sens clinique de ce qu'on est en train de faire. Si on voulait tout le temps lécher l'allergologue, ce ne serait pas possible. Donc on a besoin d'avoir des stratégies d'identification, et c'est vraiment l'objet de travaux en ce moment. Et puis faites très attention à la céphazolline, parce qu'il y a des sensibilisations qu'on ne comprend pas en France. Voilà, je vous remercie beaucoup.